Recording in progress. Je précise que la présentation sera enregistrée. Chers membres du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, merci beaucoup pour votre présence à la soutenance de ma thèse qui a porté sur l'analyse et la conception-évaluation d'adaptations basées sur la planification de la production pour réduire la vulnérabilité d'exploitation maraîchère en filière langue. C'est un travail que j'ai effectué à l'unité expérimentale maraîchage et l'UMR Innovation sous le co-encadrement de Laure Ossard et Claire Le Sieur du Moulin. Les agriculteurs font actuellement face à des perturbations de plus en plus fréquentes et intenses qui peuvent être de différentes natures, telles que le changement climatique, qui se manifestent sous la forme d'événements extrêmes ou un changement de tendance saisonnière, ainsi que des perturbations de nature économique, comme la crise de l'agriculture biologique, qui est due à un déséquilibre entre l'offre et la demande. Ce contexte perturbé pose la question de la vulnérabilité des exploitations agricoles face à ces perturbations, ce qui soulève un nouvel enjeu pour la recherche en agronomie, qui a historiquement accompagné l'évolution des systèmes agricoles en mettant en œuvre des démarches de conception visant à augmenter les performances, puis plus tard à augmenter leur durabilité, mais a peu abordé cet enjeu de réduction de la vulnérabilité des exploitations. Face à ces perturbations, les agriculteurs s'adaptent notamment en changeant des pratiques de différents types, comme la conduite technique, l'allocation spatiale des cultures, le choix des infrastructures à installer sur l'exploitation, ou encore la planification de la production, et c'est à ce dernier type de pratique que je me suis intéressé dans le cadre de ma thèse. Les agriculteurs prennent la décision de changer de pratique en tenant compte des perturbations face auxquelles ils cherchent à s'adapter, mais aussi en tenant compte d'autres contraintes et objectifs qui influencent leur prise de décision indépendamment de la perturbation. La planification est ainsi influencée par des contraintes et objectifs qui s'appliquent à l'échelle de la parcelle, comme les délais de retour minimum des cultures, mais aussi des contraintes objectives qui s'appliquent à l'échelle de l'exploitation, des différentes parcelles de l'exploitation, comme les ressources de surface ou de main-d'œuvre dont dispose cette exploitation. Ces deux échelles peuvent être prises en compte de manière conjointe dans les plans de culture pluriannuels que je définis comme l'ensemble des cultures produites sur les différentes parcelles d'une exploitation pour plusieurs années. De plus, il est nécessaire de s'assurer que les cultures produites pourront être commercialisées, ce qui implique de tenir compte de l'échelle des filières. Dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé aux filières longues en maraîchage. Le maraîchage est caractérisé par une production périssable et saisonnée. Et dans le cas des filières longues, pour lesquelles il y a au moins deux intermédiaires entre le producteur et le consommateur, la saisonnalité concerne à la fois l'offre, la concurrence et la demande. Cette triple saisonnalité est source pour les maraîchers d'une incertitude sur la possibilité à écouler leur production. Pour sécuriser leurs débouchés, il est nécessaire pour eux de planifier la production en se coordonnant avec les acteurs aval des filières. On peut ainsi définir la planification comme l'établissement et la conduite de façon coordonnée de programmes de vente et d'approvisionnement en matières premières. Dans cette définition, on retrouve la notion d'établissement en amont et de conduite en temps réel, ainsi que l'aspect coordonné dont j'ai déjà parlé précédemment. Dans les filières longues maraîchères, un acteur qui joue un rôle central dans la planification coordonnée est les premiers metteurs en marché. Concrètement, ce sont des coopératives ou des expéditeurs privés qui interagissent directement avec les maraîchers et dont le rôle est de substituer à une production dispersée et fluctuante, la flèche violette que l'on voit ici, un approvisionnement concentré dans l'espace et constant dans le temps, les flèches bleues ici qui sont livrées aux clients des premiers metteurs en marché que sont par exemple les grossistes ou les centrales d'achat des supermarchés. Une autre fonction à assurer au sein des filières est le conditionnement, qui peut être pris en charge par les maraîchers ou par les premiers metteurs en marché, et qui correspond au triage, au calibrage ou à la mise en boîte des produits, et dont je reparlerai à plusieurs moments dans la suite de ma présentation. Dans ce contexte de maraîchage en filière longue, confronté à des perturbations, on peut se demander quelles méthodes existent pour concevoir des adaptations de la planification. Loïc Severi détaille une démarche de conception-évaluation en 4 étapes. Premièrement, la définition du cadre de contraintes et objectifs, la génération de différentes options, l'évaluation de ces options générées et enfin la mise en œuvre des options sélectionnées, cette dernière étape n'étant pas traitée dans le cadre de ma thèse. Or, le maraîchage est caractérisé par un grand nombre de cultures potentielles et il en résulte une complexité de la planification qu'il est difficile à appréhender du fait de limites cognitives. Un moyen de dépasser cette limite cognitive est d'utiliser des modèles.
Et Vergès et al. Identifient que les modèles peuvent servir aux étapes 2 et 3 de cette démarche de conception-évaluation. Dans la littérature, il existe des modèles qui permettent d'évaluer des adaptations de la planification, comme les modèles mécanistes, bioéconomiques ou de paysage. Cependant, dans ces modèles, les changements de pratique constituent les entrées du modèle, et donc ces modèles ne permettent pas de générer de nouvelles adaptations. Réciproquement, il existe des modèles que l'on peut qualifier d'exploration, qui permettent de générer et d'évaluer différents changements de pratique. Cependant, les modèles existants ne prennent en compte qu'une partie des contraintes et objectifs qui influencent la planification que j'ai présenté précédemment. Un modèle qui a attiré notre attention est le modèle FarmSteps, qui génère et évalue les plans de culture pluriannuels, et donc qui prend en compte ces différentes échelles. Cependant, ce modèle n'a pas encore été utilisé en contexte perturbé. Ces différents éléments m'amènent à formuler la problématique suivante. Dans quelle mesure la planification de la production permet de réduire la vulnérabilité des exploitations face aux perturbations? Je décline cette problématique en 3 questions de recherche, traitées respectivement dans 3 axes de travail. D'abord, dans quelle mesure les différences de contraintes et objectifs influençant les décisions de planification des maraîchers permettent d'expliquer la diversité des adaptations qu'ils mettent en œuvre face aux perturbations? Ensuite, quelle est la place des adaptations de la planification par rapport à celles basées sur des changements d'autres pratiques pour réduire la vulnérabilité des exploitations face à la sécheresse? Et enfin, dans quelle mesure est-il possible de concevoir, à l'aide d'un modèle, des plans de culture pluriannuels qui limitent le compromis entre performance des exploitations et réduction de leur vulnérabilité face à la sécheresse? Mon travail se base sur le cas d'étude de la plaine du Roussillon, qui est une plaine littorale située au pied des Pyrénées, dans les Pyrénées-Orientales. Ce territoire bénéficie d'un climat méditerranéen, caractérisé par un hiver doux qui permet des productions maraîchères sur des créneaux d'hiver et précoces, ainsi qu'un été sec, ce qui nécessite de l'irrigation en maraîchage. Des infrastructures d'irrigation étant historiquement présentes dans ce territoire, il s'y est développé un bassin de production maraîcher en filière longue, avec actuellement environ 500 exploitations maraîchères, d'une surface moyenne d'environ 5 hectares et dont un tiers environ est labellisé en bio. Ce graphique présente les surfaces des principales cultures maraîchères du territoire. La plaine du Roussillon a récemment été soumise à une sécheresse, comme on peut le voir sur ce graphique qui présente les précipitations annuelles des 30 dernières années. Sur ce graphique, on peut observer une baisse des précipitations à partir de 2021, ce qui a amené le préfet des Pyrénées-Orientales à mettre en application un arrêté sécheresse de niveau crise entre 2023 et 2025. Une telle sécheresse est susceptible de se reproduire dans le futur, comme le montrent les projections climatiques, ici présentées, avec une baisse des précipitations prévues, notamment concentrée au printemps et en été, les différentes couleurs correspondant au bassin versant des différents fleuves côtiers du territoire. Un concept central dans ma thèse est celui de la vulnérabilité, qui est défini par le GIEC comme étant fonction de 3 composantes: l'exposition, la sensibilité et la capacité d'adaptation. L'exposition dépend de la nature, de la temporalité et de l'intensité de la perturbation, et est donc externe au système considéré, en l'occurrence l'exploitation agricole. La sensibilité correspond quant à elle au degré auquel le système considéré est susceptible d'être affecté par une perturbation et dépend donc d'éléments internes à l'exploitation. L'exposition et la sensibilité permettent de définir un impact potentiel de la perturbation sur les performances des exploitations. Les maraîchers mettent en œuvre des adaptations visant à limiter cet impact potentiel. Cependant, la capacité d'adaptation dépend elle-même de 2 éléments. D'une part, la faisabilité des adaptations, c'est-à-dire dans quelle mesure est-il possible de modifier les pratiques, ce qui dépend des contraintes et objectifs qui influencent la prise de décision indépendamment des perturbations, et d'autre part, de l'efficacité de ces adaptations, c'est-à-dire dans quelle mesure les changements de pratiques permettent effectivement de réduire l'impact potentiel de la perturbation. Dans mon premier axe, je me suis concentré sur la faisabilité, en identifiant la diversité d'adaptations mises en œuvre entre maraîchers et en expliquant cette diversité par les différences de contraintes et objectifs qui influencent la planification de la production. J'ai ensuite analysé l'efficacité des changements de pratiques mis en œuvre. Pour cela, j'ai été attentif à l'exposition à la perturbation, ce qui m'a amené à me concentrer sur une perturbation en particulier pour pouvoir caractériser finement cette exposition. En l'occurrence, je me suis concentré sur la sécheresse, qui est une perturbation majeure dans le territoire, comme je l'ai présenté précédemment. Enfin, j'ai mobilisé le modèle FarmSteps pour concevoir et évaluer des adaptations de la planification. Donc,
Comme je le disais précédemment, dans le premier axe, je me suis intéressé à la diversité d'adaptation entre maraîchers. Pour cela, d'adaptation de la planification. Pour cela, j'ai effectué des entretiens semi-directifs avec 18 maraîchers et 6 premiers metteurs en marché, pour lesquels j'ai analysé la prise de décision de la planification ainsi que les adaptations mises en œuvre, en étant attentif à leur diversité. Dans le cadre de mon deuxième axe, je me suis intéressé à la place de la planification pour réduire la vulnérabilité des exploitations face à la sécheresse. Pour cela, j'ai mobilisé 19 entretiens semi-directifs effectués par Yanis Verkleven, un stagiaire de fin d'études que j'ai co-encadré, dont j'ai analysé les entretiens en identifiant le manque d'eau perçu, les adaptations face à la sécheresse mises en œuvre en fonction des années et les impacts de cette perturbation et des adaptations mises en œuvre sur les performances. Ces deux axes de travail ont mobilisé deux vagues d'entretiens pour lesquels les personnes interrogées ont été identifiées selon un échantillonnage boule de neige visant à saisir une diversité de situations en termes de surface, de main-d'œuvre, de proportion d'abri ou de plein champ dans le parcellaire, de commercialisation en bio ou en conventionnel et de conditionnement. Dans le cadre de mon troisième axe, j'ai cherché à concevoir et évaluer à l'aide d'un modèle des adaptations de la planification face à la sécheresse. Pour cela, j'ai effectué un travail de modélisation, dont je présenterai la méthode plus tard, basé sur le modèle FarmSteps et un traitement sous air qui a permis d'analyser la composition et les performances de plans de culture pluriannuels exposés à deux scénarios de sécheresse. Je vais maintenant vous présenter les résultats de mon premier axe de travail qui ont fait l'objet d'un article publié dans European Journal of Agronomy. Pour analyser la prise de décision des maraîchers, j'ai d'abord cherché à préciser sur quelles variables de décision ils se coordonnent avec les premiers metteurs en marché. Pour cela, j'ai identifié la procédure de prise de décision au cours du temps, qui est structurée par campagne avec, en maraîchage, 2 campagnes par an, printemps-été et automne-hiver. Chaque campagne commence par un bilan de la campagne précédente, sur la base duquel les maraîchers et les premiers metteurs en marché se coordonnent sur un calendrier d'approvisionnement. Ce calendrier d'approvisionnement correspond à un engagement réciproque informel entre les maraîchers et les premiers metteurs en marché, ce qui constitue une première variable de décision, qui est la programmation du débouché. Euh, Le contenu du calendrier d'approvisionnement permet d'identifier 3 autres variables de décision que sont la programmation des espèces, de la période de récolte et du volume. En fonction de ce calendrier, les maraîchers commandent leur plan, ce qui constitue une étape irréversible pour la campagne en cours du fait des montants engagés. En cours de campagne, les maraîchers et les premiers metteurs en marché effectuent un suivi des cultures, ce qui permet d'effectuer un pilotage dans une certaine mesure en temps réel au moment de la récolte en fonction des conditions agronomiques et commerciales. Les maraîchers interrogés ont indiqué qu'en cas de demande trop faible pour pouvoir écouler leur production, ils peuvent être amenés à piloter leurs débouchés en vendant une partie de leur production auprès d'un premier metteur en marché non programmé. Ils peuvent également piloter leur récolte en avançant ou en retardant cette récolte pour faire glisser les volumes de quelques semaines, mais seulement, comme je le disais, dans une certaine mesure, du fait de la périssabilité des produits, un dernier recours étant de ne pas récolter du tout, faute de débouchés. Les variables de décision que j'ai identifiées sont influencées par différentes contraintes et objectifs. Je donnerai ici l'exemple de celles influençant la programmation des espèces. Un premier élément concerne les exigences de 3 espèces en rotation stipulées par le cahier des charges d'agriculture biologique, ce qui implique pour les maraîchers de produire suffisamment d'espèces différentes pour pouvoir respecter ce critère. Cet élément, cette contrainte et objectif présente une différence entre maraîchers du fait, en fonction de la labellisation, puisque évidemment le cahier des charges bio ne s'applique qu'aux maraîchers labellisés en bio. Un deuxième élément concerne la liste d'espèces acceptées par le premier metteur en marché, ce qui influence les choix d'espèces des maraîchers puisque ces derniers ne produisent pas d'espèces pour lesquelles ils n'ont pas de débouché. J'ai pu identifier dans ce cas une différence entre maraîchers en fonction de leur conditionnement. En effet, les premiers metteurs en marché qui effectuent le conditionnement cherchent à faire des économies d'échelle sur cette étape en se concentrant sur un nombre limité d'espèces, contrairement aux premiers metteurs en marché qui réceptionnent une production déjà conditionnée par le maraîcher et qui acceptent une liste de cultures plus diversifiée. Ces deux exemples illustrent le fait que les contraintes et objectifs influençant les variables de décision de la planification diffèrent selon des caractéristiques des exploitations ainsi que des caractéristiques des filières. Les résultats précédents montrent la prise de décision en absence de perturbation.
Les maraîchers interrogés ont été confrontés aux perturbations que j'ai citées en introduction, ainsi que d'autres perturbations que je ne présenterai pas ici. Face à ces perturbations, les maraîchers ont adapté leur planification de différentes manières. Je présenterai ici un exemple d'adaptation face à la sécheresse qui a consisté à réduire l'usage de l'eau dédiée à des occupations du sol non commerciales qui consomment de l'eau sans générer de marge brute pour les maraîchers. Ces, euh, ces occupations du sol non commercial sont en l'occurrence la mise en place d'engrais verts ou la solarisation, cette dernière étant une pratique de désinfection du sol consistant à effectuer un plein en eau des parcelles et à les recouvrir d'une bâche afin de faire monter le sol en température. J'ai ensuite cherché à analyser la différence d'adaptation entre maraîchers. Ce graphique ci-dessous représente le nombre de maraîchers qui ont mis en œuvre cette adaptation, classée selon leur conditionnement. On peut voir sur ce graphique que les maraîchers ayant mis en œuvre l'adaptation que j'ai présentée euh, conditionnent au moins une partie de leur production, tandis que les maraîchers qui livrent leur production en vrac n'ont pas mis en œuvre cette adaptation. Ceci peut s'expliquer par le fait que, comme je le disais tout à l'heure, les maraîchers en vrac livrent à des premiers metteurs en marché qui acceptent une liste d'espèces relativement limitée. Et donc pour ces maraîchers pratiquent des rotations moins diversifiées pour lesquelles les occupations du sol non commercial, en l'occurrence les engrais verts et la solarisation, occupent une place plus indispensable dans leur rotation et donc ils peuvent moins se permettre de les réduire, même si cela consomme de l'eau. Cet exemple illustre la diversité d'adaptation qu'il peut y avoir entre maraîchers, et cela illustre également le fait que cette diversité d'adaptation entre maraîchers se répartit selon des caractéristiques des exploitations et des filières qui sont cohérentes avec les différences de contraintes et objectifs que j'ai identifiés précédemment. Les résultats de ce premier axe permettent d'identifier et d'expliquer la diversité d'adaptation de la planification entre maraîchers. Cependant, 2 points restent en suspens à l'issue de cet axe, que j'aborde dans le cadre de mon deuxième axe. Premièrement, certains maraîchers ne se sont pas adaptés, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas perçu la perturbation. Dans mon deuxième axe, j'ai donc cherché à analyser l'influence de cette exposition à la perturbation en me concentrant sur une perturbation, comme je le disais tout à l'heure, la sécheresse. Deuxièmement, on peut se demander quel est l'impact des adaptations sur les performances. Pour cela, je me suis intéressé à des adaptations de la planification, mais j'ai également élargi à des adaptations basées sur d'autres pratiques que je vais présenter ensuite. J'ai ainsi identifié des adaptations relevant de l'irrigation, comme la modification du matériel d'irrigation, par exemple en passant au goutte à goutte, des modifications de la couverture du sol, comme la mise en place d'un paillage permettant de limiter l'évaporation de l'eau, ou encore des modifications de la planification, comme le fait de changer de culture ou de réduire la surface produite. Ce graphique présente le nombre d'adaptations de chaque type mises en œuvre en fonction des 2 années qui se sont écoulées entre le moment où la perturbation a commencé à être perçue et les entretiens qui ont été effectués. Ce graphique montre que les adaptations mises en œuvre face à la sécheresse reposent sur des modifications de différentes pratiques avec des différences entre années. Notamment, on peut observer un nombre d'adaptations de la couverture du sol et de la planification plus élevé en année 2 qu'en première année. À partir des différences d'exposition et d'adaptation sur ces 2 années, j'ai établi une typologie de 5 types d'exploitation. Le premier type correspond à des exploitations qui n'ont pas perçu de manque d'eau. Le deuxième type correspond à des exploitations qui ont perçu un manque d'eau faible, face auquel ils ont adapté leur irrigation. Le troisième type correspond à des exploitations qui ont également perçu un manque d'eau faible, face auquel ils se sont adaptés en modifiant une combinaison de pratiques. Les types D et E que je vais présenter plus en détail maintenant sont les seuls à avoir perçu un fort manque d'eau et ont adapté leur planification, avec une différence d'années de mise en œuvre de ces adaptations entre les 2 types. Dans ces tableaux, chaque ligne représente un maraîcher, les cases colorées correspondant aux adaptations mises en œuvre. J'ai pu expliquer les différences d'années de mise en œuvre de ces adaptations en fonction du temps d'élevage des plants, qui correspond au temps qui s'écoule entre la commande des plants et la plantation. En effet, pour les maraîchers du type D, les espèces concernées par les adaptations ont un temps d'élevage long, d'environ 3 mois, ce qui fait qu'ils avaient déjà commandé leurs plants au moment où ils ont commencé à percevoir la perturbation. Ils ont donc dû attendre l'année suivante avant d'adapter leur planification. A l'inverse, les maraîchers du type D produisaient des cultures avec un temps d'élevage plus court,
comme la salade ou le concombre, et donc n'avaient pas encore commandé leur plan au moment où ils ont commencé à percevoir la perturbation, et ont donc pu adapter leur planification dès cette première année. Cela montre qu'une caractéristique, en l'occurrence le temps d'élevage des plants, influence le délai qui est nécessaire d'attendre avant de pouvoir mettre en œuvre certaines adaptations de la planification. J'ai ensuite analysé l'impact de la sécheresse et des adaptations sur les performances des exploitations. Je présenterai ici l'exemple de la marge brute que j'ai pu quantifier pour 9 des 19 exploitations interrogées. Ce graphique représente l'évolution en fonction des années de la marge brute, exprimée ici en base 100 par rapport aux années précédant la sécheresse. On peut voir sur ce graphique une baisse de la marge brute en année 1, en notant que cette baisse est relativement limitée pour les 3 maraîchers qui ont modifié leur planification dès la première année, ce qui illustre le lien qu'il peut y avoir entre les adaptations mises en œuvre et les impacts sur les performances. Et donc que les adaptations peuvent permettre dans une certaine mesure de limiter l'impact potentiel des perturbations. On peut également observer sur ce graphique une réaugmentation de la marge brute en deuxième année, ce qui confirme que les adaptations peuvent permettre de compenser l'impact de la perturbation. Cependant, la réaugmentation n'est que partielle et n'atteint pas le niveau précédant la perturbation. Ce constat, ainsi que d'autres éléments, soulignent que les adaptations peuvent avoir elles-mêmes un impact négatif sur les performances des exploitations. Les résultats des 2 premiers axes ont montré l'intérêt de la planification. En effet, l'axe 1 a montré que les maraîchers ont adapté leur planification face à différentes perturbations, et d'autre part, les maraîchers interrogés à l'axe 2 qui ont modifié leur planification ont été confrontés à un fort manque d'eau. Ce sont ceux qui ont été confrontés à un fort manque d'eau. Le premier axe a également permis de montrer que les prises de décision de la planification sont influencées par des différentes contraintes et objectifs qui peuvent être spécifiques à certaines adaptations. Cela m'a amené, dans mon troisième axe, à tester l'influence des contraintes et objectifs sur la vulnérabilité des exploitations. Enfin, l'axe 2 a également permis d'identifier des différences d'exposition à la sécheresse entre exploitations, ce qui m'a amené, dans mon troisième axe, à appliquer différents scénarios de sécheresse. Ce deuxième axe a également permis de mettre en évidence le fait que les adaptations peuvent elles-mêmes avoir un impact négatif sur les performances, ce qui m'a amené dans mon troisième axe à être attentif aux compromis qu'il peut y avoir, aux besoins de compromis qu'il peut y avoir entre performance et vulnérabilité. Je vais maintenant vous présenter le travail que j'ai effectué dans le cadre de ce troisième axe, en commençant par présenter le modèle FarmSteps. Le paramétrage de ce modèle comprend un parcellaire pour lequel sont renseignés la taille et le nombre des parcelles, des caractéristiques des parcelles, dont la liste des cultures possibles sur ces parcelles, une durée de simulation pour laquelle sont renseignés un certain nombre de périodes de planification et la durée de chacune de ces périodes, une séquence historique de culture qui influence la génération via les délais de retour minimum, ainsi qu'un plan de culture de référence, mais qui, lui, n'influence pas la génération des plans de culture. Dans ce modèle sont également renseignées les performances de chacune des cultures, qui permettent ensuite de calculer les performances des plans de culture pluriannuels à différentes échelles spatiales et temporelles. Et enfin, dans ce modèle sont rentrés en paramètres des filtres qui peuvent s'appliquer à différentes échelles, à l'échelle des parcelles et à l'échelle des différentes parcelles d'une exploitation. Le paramétrage des performances par culture m'a amené à développer une base de données pour laquelle j'ai renseigné les dates de ces cultures, les délais de retour et les enchaînements possibles, le calendrier de travail que j'ai détaillé de manière mensuelle, les besoins en eau que j'ai également détaillés mensuellement, la marge brute et les rendements. À partir de ces paramètres, le modèle FarmSteps combine de manière systématique les cultures sur les différentes parcelles et années du plan de culture pluriannuel pour générer l'ensemble des plans de culture pluriannuels possibles. Et ce modèle donne en sortie la composition des plans de culture pluriannuels générés et leur performance.
Le paramétrage que j'ai choisi ici correspond à un parcellaire composé de 3 parcelles sous abri d'un demi-hectare chacune. Euh, et pour chacune de ces parcelles, j'ai défini l'historique que je présente ici. La durée de simulation choisie correspond à 3 périodes d'un an, soit 6 campagnes, printemps-été et automne-hiver. La durée choisie permettant de trouver un équilibre entre le nombre de plans de culture pluriannuels générés et la prise en compte du délai de retour minimum. Je présente ici un plan de culture pluriannuel que je qualifie de baseline, qui m'a servi à définir des besoins en eau de référence pour l'application des scénarios de sécheresse que je présenterai plus tard, ainsi que des performances de référence, en l'occurrence la marge brute et les pics de travail que je présenterai également plus tard, auxquels comparer les performances des plans de culture pluriannuels générés. J'ai généré des plans de culture pluriannuels à l'aide de 2 simulations, correspondant chacune à une liste de cultures. D'une part, une liste restreinte composée de 8 cultures acceptées par des premiers metteurs en marché VRAC, et d'autre part, une liste de cultures plus large auxquelles s'ajoute une liste de 7 cultures également acceptées par des premiers metteurs en marché conditionnés. Ces 2 simulations ont permis de générer respectivement environ 4 000 et 5 millions de plans de culture pluriannuels générés et ont visé à analyser l'objectif des premiers metteurs en marché sur la vulnérabilité des exploitations. J'ai ensuite traité les plans de culture pluriannuels générés par ces 2 simulations en sélectionnant des sous-ensembles de plans de culture pluriannuels visant à analyser la vulnérabilité des exploitations avec une méthode que je vais maintenant détailler. Tout d'abord, j'ai défini des scénarios de sécheresse afin d'analyser l'exposition à cette perturbation. Ces scénarios sont définis d'une part par leur temporalité. Je donnerai dans le cadre de cette présentation l'exemple d'une sécheresse en mai-juin de l'année 2. Et d'autre part, ces scénarios sont définis par leur intensité. Ici, je montrerai l'application d'un seuil de besoin en eau correspondant à une baisse de 25% par rapport à la baseline, en m'inspirant de la formulation des arrêtés préfectoraux appliqués. Pour analyser la sensibilité, j'ai sélectionné les plans de culture pluriannuels dont les besoins en eau sont inférieurs au seuil appliqué. Ces plans de culture pluriannuels sont qualifiés de non sensibles en considérant qu'ils peuvent être mis en œuvre sans nécessité de restriction d'irrigation et donc être moins impactés par la sécheresse. Enfin, pour analyser la capacité d'adaptation, j'ai identifié des changements de culture qui permettent de passer d'un plan de culture pluriannuel sensible à un plan de culture pluriannuel non sensible, en partant de l'hypothèse qu'il est plus simple de s'adapter en modifiant un nombre limité de cultures. Je vais maintenant présenter les résultats de ce travail de modélisation, en commençant par vous présenter les performances des plans de culture pluriannuels non sensibles. Ce graphique représente la marge brute des plans de culture pluriannuels, représentés ici en ordonnée, et le pic de travail mensuel maximum de ces plans de culture pluriannuels, représenté ici en abscisse. La ligne rouge correspond ici au pic de travail maximum compatible avec la main-d'œuvre de l'exploitation modélisée. Chaque point correspond à un plan de culture pluriannuel. Les plans de culture pluriannuels représentés ici étant ceux dont les besoins en eau sont inférieurs au seuil appliqué. Et donc, ici, je représente les plans de culture pluriannuels non sensibles. On peut voir sur ce graphique que certains plans de culture pluriannuels ont une marge brute équivalente à celle de la baseline. Cependant, ces plans de culture ont un pic de travail supérieur au maximum possible avec la main-d'œuvre disponible. Réciproquement, il y a des plans de culture pluriannuels générés dont le pic de travail est inférieur au maximum possible, ici à gauche de cette ligne rouge. Cependant, ces plans de culture pluriannuels ont une marge brute inférieure à celle de la baseline. Il y a donc dans ce cas un besoin de compromis entre la sensibilité, la marge brute et le pic de travail. Il n'est pas possible de satisfaire ces 3 éléments de manière simultanée. Ce besoin de compromis peut s'expliquer par la composition de ces plans de culture pluriannuels non sensibles. En effet, dans ces plans de culture pluriannuels non sensibles, il n'y a qu'une seule culture commerciale en été de l'année 2, qui est la période concernée par la sécheresse. À cette période, il y a donc une baisse de production par rapport aux 3 parcelles de l'exploitation modélisée, et donc cela engendre une baisse de marge brute sur cette période, qui peut être compensée sur les autres années, moyennant une augmentation de la production en année 1 ou année 3, mais ce qui implique, dans ce cas,
des pics de travail à l'une de ces 2 années, au moins. J'ai ensuite cherché à analyser dans quelle mesure il était possible d'atténuer ce besoin de compromis en mettant en œuvre un plan de culture pluriannuel performant mais sensible en absence de perturbation. Par exemple, le plan de culture pluriannuel représenté ici, sur lequel il y a 2 concombres pendant la période concernée par la sécheresse, et en changeant des cultures pour passer à un plan de culture pluriannuel non sensible en cas de sécheresse. L'exemple représenté ici montre qu'il est possible de passer à ce plan de culture pluriannuel non sensible moyennant un changement d'une seule culture. Pour analyser à quelles conditions ce changement d'une seule culture était possible, j'ai comparé la composition de ces 2 plans de culture pluriannuels, sensibles et non sensibles, à la composition de l'ensemble des plans de culture pluriannuels générés, que je représente ici sous la forme d'un diagramme de Sankey. Ce diagramme représente donc la composition de l'ensemble des plans de culture pluriannuels générés, avec les cultures possibles au cours du temps, chaque rectangle correspondant à une culture, reliée par des connexions correspondant aux enchaînements possibles, la couleur de ces enchaînements étant celle de la culture de départ. L'épaisseur des cultures et des enchaînements correspond au nombre d'occurrences de ces cultures ou de ces enchaînements parmi l'ensemble des plans de culture pluriannuels générés. Sur ce diagramme, on peut voir que suite à une laitue précoce, il est possible de mettre une laitue tardive, comme c'est le cas dans le plan de culture pluriannuel sensible et non sensible, puis que suite à cette laitue tardive, il est possible de mettre un concombre précoce ou une solarisation, et que suite à la solarisation ou le concombre précoce, il est possible, dans les 2 cas, de revenir à un céleri. On se trouve ici dans un cas d'alternative que l'on peut qualifier de convergente, dans le sens où l'alternative entre le concombre et la solarisation partent et arrivent à une même culture. À l'inverse, j'ai identifié d'autres cas où le passage d'un plan de culture pluriannuel sensible à non sensible nécessitait plus de changements de culture, comme c'est le cas ici où le remplacement d'une aubergine par une solarisation a des répercussions sur la suite de la succession sur la parcelle 3. J'ai également cherché à expliquer cette situation à l'aide des diagrammes de Sankey. Sur ce diagramme, on peut voir que suite à un fenouil, il est possible de mettre soit une solarisation, soit une aubergine, mais contrairement au premier cas présenté, ici, suite à l'aubergine, il est possible de mettre un fenouil, mais pas de céleri, et suite à la solarisation, il est possible de mettre un céleri, mais pas de fenouil. On se trouve donc ici dans une situation d'alternative que l'on peut qualifier de divergente, auquel cas, le remplacement d'une aubergine par la solarisation a des répercussions sur la suite du plan de culture et donc nécessite un changement d'un plus grand nombre de cultures. On peut donc en déduire dans ce cas que les alternatives divergentes réduisent la capacité d'adaptation des maraîchers, car le passage d'un plan de culture pluriannuel sensible à un non sensible nécessite un plus grand nombre de changements de culture. J'ai ensuite analysé les implications de cette capacité d'adaptation sur les performances. Ce graphique reprend les mêmes performances en abscisse et en ordonnée que le précédent. Cependant, dans le graphique présenté ici, l'ensemble des points représentés correspond au plan de culture pluriannuel sensible situé à une distance de 2 changements de culture d'un plan de culture pluriannuel non sensible. Ce nouvel ensemble de plans de culture pluriannuels sélectionnés permet d'élargir la gamme des performances possibles. Et on peut y observer des plans de culture pluriannuels ayant à la fois une marge brute équivalente à celle de la baseline et un pic de travail inférieur au maximum possible avec la main-d'œuvre disponible. Ainsi, dans ce cas, la capacité d'adaptation permet d'atténuer le besoin de compromis entre performance et vulnérabilité en passant d'un plan de culture pluriannuel performant mais sensible en absence de perturbation à un plan de culture pluriannuel non sensible en cas de sécheresse, moyennant un nombre relativement limité de changements de culture. Cependant, il est important de noter que cette atténuation du compromis à l'aide de la capacité d'adaptation est présente à la simulation large, mais n'est pas présente, mais dans le cas des plans de culture pluriannuels générés par la simulation restreinte, ce besoin de compromis demeure entre vulnérabilité, pic de travail et marge brute.
Cela pose donc la question du débouché nécessaire pour les cultures présentes uniquement à la simulation large et donc acceptées par les premiers metteurs en marché conditionnés. Sur la base des résultats obtenus, je reviens maintenant sur les 3 questions de recherche que j'ai formulées avant de discuter ces résultats et de proposer des perspectives. Mon premier axe de travail a montré que la planification est influencée par différentes contraintes et objectifs des maraîchers, mais aussi des premiers metteurs en marché. Et ces contraintes et objectifs varient en fonction de plusieurs caractéristiques des exploitations et des filières, telles que le conditionnement, qui explique la diversité d'adaptations entre maraîchers. Mon deuxième axe de travail a permis de montrer que la planification occupe une place centrale pour l'adaptation, notamment face à un fort manque d'eau, mais que ces adaptations peuvent nécessiter un délai de mise en œuvre et sont influencées par les contraintes et objectifs, d'où l'intérêt d'une combinaison de ces adaptations de la planification avec des adaptations basées sur d'autres changements de pratique. Enfin, les résultats de mon troisième axe de travail montrent qu'il est possible de générer des plans de culture pluriannuels qui réduisent la sensibilité des exploitations, mais au prix d'un compromis entre cette sensibilité et les performances, en l'occurrence la marge brute et les pics de travail, et que la capacité d'adaptation permet d'atténuer, au moins partiellement, ce besoin de compromis. Mon travail a permis d'identifier l'influence des pratiques, en l'occurrence de la planification, sur les performances et la vulnérabilité des exploitations. Le fait d'avoir analysé à la fois les modifications des pratiques et les conséquences de ces modifications m'ont permis d'identifier et d'expliquer un compromis entre réduction de la vulnérabilité et performance des exploitations. Une perspective de ce travail consisterait à identifier des plans de culture pluriannuels qui permettent de trouver un compromis entre la réduction de la vulnérabilité et les performances. Pour cela, l'optimum de Pareto, qui est une méthode de sélection multicritère sans pondération, constitue une piste prometteuse. De plus, mon analyse de la composition des plans de culture pluriannuels souligne le fait que produire une diversité de cultures ne suffit pas en elle-même à réduire la vulnérabilité des exploitations, mais que pour cela, il est nécessaire que les cultures en question fassent preuve d'une diversité de réponses face à la perturbation, par exemple qu'ils aient des besoins en eau différents, et qu'ils aient une redondance fonctionnelle, par exemple qu'ils aient des performances, que ces cultures aient des performances similaires ou qu'elles occupent une même place au sein du plan de culture pluriannuel, en termes de créneaux ou d'enchaînement de cultures possibles. Cela m'amène à proposer le concept de diversité significative qui permet effectivement de réduire la vulnérabilité des exploitations, qu'il serait intéressant de plus approfondir. Une spécificité de mon travail réside dans la prise en compte des premiers metteurs en marché. Cela a permis, d'une part, de mettre en évidence l'influence des contraintes et objectifs de ces premiers metteurs en marché sur les pratiques de planification des maraîchers ainsi que sur leur vulnérabilité. Cela a permis, d'autre part, d'identifier de nouvelles caractéristiques qui permettent d'expliquer des différences entre maraîchers de prise de décision et d'adaptation. En l'occurrence, j'ai montré dans le cadre de cette présentation l'influence du conditionnement. Une perspective consisterait à modéliser un système à une échelle plus large que l'exploitation, comme le bassin d'approvisionnement des premiers metteurs en marché, ce qui permettrait d'identifier, de caractériser plus finement l'influence des contraintes et objectifs des premiers metteurs en marché sur les exploitations via une interdépendance entre ces deux échelles, également d'identifier des dynamiques qui pourraient avoir lieu à l'échelle du bassin d'approvisionnement comme une complémentarité entre différents cercles de fournisseurs que je n'ai pas présenté dans le cadre de cette présentation. Dans le cadre de mon travail, j'ai mobilisé le modèle FarmSteps qui a récemment été développé et qui permet de générer et d'évaluer des plans de culture pluriannuels. Grâce à ce modèle, j'ai effectué une procédure de génération systématique qui m'a permis de générer l'ensemble des plans de culture pluriannuels possibles, ce qui a permis d'effectuer une comparaison de la composition des plans de culture pluriannuels sensibles et non sensibles, ainsi que de leurs performances, et ainsi cela a permis d'identifier les changements de culture nécessaires et possibles pour s'adapter face à la sécheresse.
Mon travail a permis de faire plusieurs apports à l'usage de ce modèle. Premièrement, le fait d'avoir appliqué ce modèle à un contexte perturbé et en maraîchage m'a amené à préciser la base de données par culture de manière mensuelle, à la fois en amont du modèle pour cette base de données et en aval du modèle dans le traitement des sorties du modèle. Euh, Dans le cadre de ma thèse, j'ai également appliqué une méthode permettant de visualiser simultanément la composition de plusieurs plans de culture pluriannuels, par exemple les diagrammes de Sankey que j'ai présentés précédemment, mais également d'autres modes de visualisation, ce qui m'a permis également d'analyser le lien entre la composition de ces plans de culture pluriannuels et leur performance. Et j'ai également appliqué des méthodes permettant d'identifier les changements pour passer d'un plan de culture pluriannuel sensible à un plan de culture pluriannuel non sensible à l'aide d'outils de comparaison de séquences. Un inconvénient de la procédure de génération systématique est le fait que le modèle se heurte à une limite de mémoire. Un moyen de contourner cette limite de mémoire pourrait être de coupler cette procédure de génération systématique avec une exploration plus ciblée de l'espace de solutions possibles à l'aide d'une procédure de génération heuristique. De plus, euh, mon utilisation du modèle se base sur les résultats des entretiens que j'ai effectués au préalable de mon travail de modélisation, mais je n'ai pas impliqué les acteurs dans la suite de mon travail. Et donc, une perspective pour approfondir ce travail serait d'impliquer des acteurs à des démarches, à d'autres démarches, d'autres démarches de la, à d'autres étapes de la démarche de conception-évaluation. Et dans ce cas-là, on pourrait qualifier cette démarche de modélisation participative. Enfin, parmi les perturbations mentionnées par les maraîchers interrogés dans le cadre de mon premier axe, j'ai choisi dans la suite de ma thèse de me concentrer sur la sécheresse, ce qui m'a permis de décrire précisément l'exposition à cette perturbation. Le cas de cette perturbation m'a permis d'identifier plusieurs leçons qui me semblent génériques. Premièrement, cela m'a permis d'attirer l'attention sur l'influence de l'exposition sur les adaptations mises en œuvre et sur les impacts de la perturbation et des adaptations sur les performances, avec potentiellement une différence d'exposition au niveau local entre exploitations. Deuxièmement, mon travail a permis d'identifier l'importance de la planification pour s'adapter face à différentes perturbations dans le cadre de mon premier axe de travail. La prise en compte d'autres perturbations aurait également permis d'identifier des cas d'interaction positive ou négative entre différentes perturbations, comme proposé par le cadre conceptuel des polycrises. Merci pour votre attention.